Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un débrief du match qui vient d'avoir lieu entre le PSG et le Havre. Je sais que ça fait un moment, je reviens petit à petit. Il y a une vidéo aussi qui sortira prochainement concernant, de façon générale, concernant le PSG. Un petit bilan sur ce qui se passe, un petit point. Je ne saurais pas trop dire quand exactement parce que j'ai pas envie de me précipiter, dire une date et après potentiellement elle sort pas à ce moment-là. Donc de façon générale dans les prochains jours, mais voilà, ça peut être dans 2 3 jours, comme dans 6 7 jours, voilà. J'ai pas envie de faire de fausses promesses là-dessus. Et une autre vidéo, certainement beaucoup plus courte, peut-être elle durera 5 à 10 minutes, je sais pas, à voir si j'ai beaucoup de choses à dire. Mais concernant le poste de latéral droit, qui est très intéressant, concernant Hakimi, qui est blessé, qui pour le remplacer, ça parle aussi de rumeurs concernant Munoz, le latéral droit de Crystal Palace. Tout ça, on y reviendra tranquillement, petit à petit. Place au petit générique, comme d'habitude. Alors pour ce match, le PSG a joué en 4-3-3 et je vais vous citer directement l'équipe pendant que je vous l'affiche en même temps. Alors Lucas Chevalier au cage désormais puisque ce n'est plus Donnarumma. Donc depuis ma dernière vidéo, ouais, c'est Lucas Chevalier en plus le goal. La défense donc à 4 avec Nuno Mendes à gauche. Warren Zaïre-Emery latéral droit, excellent ça. On y reviendra. Beraldo et Zabarni en défense centrale. Au milieu de terrain, Mayoulou, Vitinha, João Neves. Et en attaque, le trio composé de Mbaye, Gonzalo Ramos et Kanguinli. Déjà, cette compo-là, moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses à tirer dessus, mais on connaît, c'est le jeu de Luis Enrique, c'est sa tactique, c'est comme ça qu'on fonctionne le PSG depuis qu'il est là. Peu importe le joueur, de façon générale, l'équipe joue de la même façon. Mais moi, ces joueurs-là, déjà, individuellement, personnellement, je les kiffe. C'est on va dire les nouveaux par rapport aux ceux qui sont censés être l'équipe titulaire à l'affiche, même si là c'était contre le Havre. Le fait qu'on puisse voir Mbaye, le fait qu'on puisse voir Mayoulou, le fait qu'on puisse voir Beraldo, le fait qu'on puisse voir Zaïre Emery en tant que latéral droit, ça j'y reviendrai longuement, mais je garde cette analyse et cet avis pour la vidéo qui sera dédiée à ça. On y reviendra parce que c'est très intéressant de parler de ça vraiment. Et même d'autres, Kanguini qui joue pas souvent, Ramos qui a beaucoup malheureusement sur ce match-là vendangé. Cette compo, moi, elle me fait kiffer. La compo du Havre, je vais vous l'afficher en même temps, mais la compo du Havre, très honnêtement, je vous l'affiche ici. La compo du Havre, en fait, c'est pas la compo en soi, je m'en fiche. Je suis pas un fan du Havre, donc je connais pas. Mais en tout cas, la présentation, le graphisme qu'ils ont utilisé pour nous montrer ça, la façon dont ils le font. En fait, je crois que je vous l'ai déjà dit avec Nice quand on avait joué contre eux l'année dernière, mais moi, de façon générale, les graphismes où ça montre l'équipe, ça montre la compo, mais ça montre pas trop en même temps, tu comprends pas trop ce qu'ils veulent faire. Ça y est, on la pousse parce que c'est plus possible de la voir. Mais ce truc-là où, ok, ils ont payé des gens, des graphistes, des designers, je sais pas comment on appelle ça, pour essayer de nous faire un truc joli, un peu esthétique et tout. Ils ont raté, c'est pas grave, ça arrive. Personnellement, moi, j'aime pas du tout. Mais de là, carrément, qu'on puisse pas comprendre la compo, qu'on puisse pas vraiment comprendre. En fait, moi, je vois un visuel où je comprends rien. Je suis désolé, je parle un peu, là, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est très important. Le fait de si peu montrer en fait la compo de ton équipe, c'est terrible. Je dis pas qu'il faut faire une équipe où tu montres voilà, un schéma sur le terrain et le poste de chaque joueur. Il n'y a pas de problème. Si tu fais pas ça, c'est normal. Mais de là à carrément pas faire ne serait-ce qu'un petit truc où tu listes comme ça tous les joueurs tranquillement. Après, tu fais tes designs, tes coloriages, peu importe, et je sais pas quoi, c'est pas problématique. Il me semble qu'il y a quelques saisons de ça. Si je me trompe pas, la saison dernière, il le faisait encore. Soit c'était Lens, soit c'était Monaco, mais la compo d'équipe, elle était écrite par des enfants. Ça, c'est pas un problème, ça me dérange pas en soi. Mais que ce soit écrit de façon aléatoire, on ne comprenne pas, il y a un nom là, un nom là, un nom là. Là, tu nous fais des cases. Quel est le but? Je suis désolé, comme je vous l'ai dit, là, je m'écarte du sujet, mais je tenais à en parler parce que pour moi, c'est n'importe quoi ce truc-là. Bref, concernant le match, ce débrief, pardon, je ne sais pas s'il va être comme d'habitude, mais en tout cas, je vais essayer de parler de façon générale de ce que j'ai ressenti sur le match, mon avis sur les joueurs. Et comme ça fait un peu plusieurs mois maintenant que je n'avais pas sorti de débrief, je vais y revenir, mais en parlant en même temps de façon générale, en donnant mon avis sur certains joueurs, la tactique, comment s'est déroulé aussi le match. Mais vous l'aurez compris que ça ne va pas être un match où je parle que du match. Non, je vais essayer un peu de vous donner mon avis, notamment par exemple sur Zabarni, la nouvelle recrue, tout ce genre de choses, on va en parler de façon générale. Donc, pour ce match, déjà, sur l'entame, vraiment, je trouve que le PSG, de façon générale, on a bien joué. Et je suis content d'une chose, c'est que malgré que le Havre, ça soit une équipe de base de bas de tableau, qui joue le maintien, qui a eu du mal ces dernières années, justement, à rester en Ligue 1 et bien joué elle a réussi, avec un très bon coach qu'on connaît bien, qui est passé par le PSG, notamment en tant que joueur.
à l'époque, Didier Digard, qui avait fait de bonnes choses pour moi aussi à l'OGC Nice. Vraiment, pour moi, c'est un excellent coach. Il fera encore de très bonnes choses plus tard. Je le vois un peu comme un Franck Hez ou un Christophe Galtier avant qu'il vienne au PSG. En tout cas, ce genre d'entraîneur français qui vraiment peuvent faire de belles choses. Pourquoi pas peut-être même plus tard, là on parle sur des années bien lointaines pour le moment, enfin entraîner d'autres équipes, de grandes équipes autres qu'en Ligue 1, c'est possible. Moi je le vois bien, peut-être en Italie, je sais pas, mais en tout cas c'est un coach que j'aime bien, vous l'aurez compris. Et son équipe, justement, elle a proposé du jeu, elle a tenté des choses, elle s'est pas cachée, elle a pas joué le but, elle a pas parqué le but, justement, comme on dit. Non, elle a essayé de faire des choses. Et vraiment, c'est tout à son honneur. Vraiment, les Havrais, on vous félicite pour ça. C'est quelque chose qu'on aime bien voir. Et merci beaucoup de le faire. Donc, dans l'entame du match, les Havrais ont beaucoup tenté, ont beaucoup proposé des choses jusqu'à qu'on vienne mettre ce but. Ensuite, ils sont peut-être un peu réfugiés. Ils ont essayé de, voilà, plus défendre, rester derrière. Attention, les mecs, on n'essaie pas d'en prendre 3, 4, 5. Même si c'était que le premier, on sait que ça peut enchaîner très vite parfois. Et justement, on peut prendre la confiance, nous aussi, de notre côté. Et ça c'est pas arrivé. Heureusement pour eux, ils ont continué leur jeu. Il y a eu un petit moment de trou où il s'est pas passé grand-chose. De façon générale, je vous épargne ce qui s'est passé. Il y a eu la mi-temps. Et ensuite, nous, on a continué, on a enchaîné, on a mis un autre but et encore le troisième. Mais entre-temps, je trouve que les Havrais, ils ont tenté, tenté, tenté. Et à la fin du match, on l'a vu, ils l'ont montré, les diffuseurs Ligue 1. Ils ont montré que sur le momentum, et je trouve qu'il est vraiment, il reflète la réalité, ce schéma-là. C'était un momentum, donc en gros des temps forts du match, et on voyait qu'en gros ça faisait comme des montagnes russes. Et vers la fin, dans les 5-10 dernières minutes, tu vois que le Havre, ça monte comme ça. C'est eux qui, on va dire, ils ont l'avantage sur nous, le PSG, dans le sens où ils tentent beaucoup plus de choses, ils sont là à faire des frappes, ils se laissent pas faire de façon générale. Et c'est comme je l'ai dit, encore une fois, tout à leur honneur, merci beaucoup pour ça les Havrais, mais on n'était pas loin de se prendre, franchement, enfin, on aurait même dû, en temps normal, je trouve, se prendre à minima un but. C'est juste que je pense qu'ils n'ont pas eu de bol, les Havrais, mais en fait, au vu de comment on a défendu de façon assez mauvaise, pour être honnête, je trouve qu'on aurait pu et on aurait dû même se prendre un but. C'était la suite logique des choses. Bon, c'est pas arrivé, tant mieux pour nous, mais faut pas se fier juste à ce 3-0 en disant que on a mis 3-0 contre le Havre, c'est normal, c'est bien. Et allez, on repart avec les 3 points, on redevient premier de Ligue 1, tout ça pour la 13e journée, c'est bien, etc. Non. Certes, c'est très important, tout ça dans les faits. Si tu regardes juste comme ça sur ton téléphone, tu vois qu'on a mis 3-0, c'est cool. Il y a un clean sheet, c'est cool. Lucas Chevalier, tout ça, la confiance, c'est cool. Mais dans les faits, c'est totalement différent. Il y a tellement de fois où on aurait pu se prendre des buts. D'ailleurs, je tiens à revenir sur une des actions où vraiment, j'en ai parlé un petit peu sur TikTok sans rentrer dans les détails. Là, je vais y revenir de façon un peu plus élargie. Lucas Beraldo, qu'est-ce que tu nous as fait? Lucas Beraldo, qu'est-ce que tu nous as fait? Il y a une action, je vais vous la mettre en image. Lucas Beraldo, littéralement, il fait un tacle, il se jette comme j'ai jamais vu quelqu'un se jeter. Il fait un tacle glissé, il sort du terrain littéralement. Je crois que pour de vrai, tout son corps est hors du terrain. Il y a un joueur à vrai, un attaquant, qui fait une feinte et Lucas Beraldo il glisse. Derrière, tu as Lucas Chevalier, du coup, qui a plus personne devant lui. Même si Warren Zaïre-Emery, très peu de secondes après, vient, il va dégager ce ballon. Il y a un joueur qui justement frappe. Lucas Chevalier il l'arrête du bout des doigts, vraiment avec ses gants, il l'arrête du bout des doigts. Et on aurait pu se prendre un but très rapidement dans le match, très très rapidement. Heureusement que c'est pas arrivé pour nous, mais c'est quelque chose vraiment à gommer dans le jeu de Lucas Beraldo. Et comme je l'ai dit, justement, comme je l'ai dit sur mes réseaux, Lucas Beraldo, pour moi, faut qu'il, malheureusement, je le kiffe, hein, je l'aime tellement ce joueur, mais il faut qu'il quitte le PSG. Il est obligé de quitter, il est obligé de partir. Pour moi, c'est une évidence. Et en fait, pour moi, on en est arrivé à un stade où ça doit arriver là, le plus vite possible. Dès que la fenêtre de mercato pour l'hiver, elle s'ouvre, faut foncer. Donnez-le à qui vous voulez, ça, je m'en fiche un peu, honnêtement, mais il faut qu'il aille voir ailleurs. Et je le dis vraiment pour son bien. Encore une fois, comme je l'ai dit, je l'aime bien. Lucas Beraldo, c'est un joueur que je kiffe. Mais le truc, c'est que maintenant, ça fait quand même 2 années puisque Lucas Beraldo, il faut le rappeler, il était venu en hiver. Ça va faire 2 années pile, là, dans 1 ou 2 mois, qu'il est au PSG. Ça y est, t'as pris confiance, t'es venu au PSG, t'avais 20 ans. Maintenant, je crois, il en a 22, donc. Tu venais du Brésil. Marquinhos, il t'a pris sous son aile, vous avez joué ensemble en sélection. Entre-temps, tu as découvert la sélection nationale, tu as découvert la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, ce que c'est que d'être avec une équipe qui est vainqueur de la Ligue des Champions. Donc tu connais tout ça, tu connais le vestiaire, tu es un joueur aussi de façon générale qui a l'air assez confiant, en tout cas avec le ballon sur le terrain. Qu'est- Qu'est-ce qu'est-ce qu'il a... Ouais, j'arrive même plus à parler. Qu'est-ce qu'il a encore besoin pour pouvoir
être au niveau supérieur, Lucas Beraldo. On lui a donné tout ce qu'on pouvait donner, nous, le PSG. On ne peut pas faire plus que ça. Luis Enrique, il lui donne de la confiance, lui donne du temps de jeu dans ce genre de match. En plus, il ne fait pas le gamin, parce que si c'était moi, je l'aurais fait très honnêtement. Il l'a pas changé à la mi-temps ou à la 20e minute pour lui faire comprendre que, hey, ici, ça se passe comme ça. Ici, t'es dans la cour des grands, tout ça, tout ça. Peut-être vous avez trouvé que j'abuse, mais honnêtement, Lucas Beraldo, quand je le vois jouer de cette façon, pour moi, ça me dégoûte. C'est un joueur que je kiffe tellement. Pour moi, j'aspire tellement à ce que ça soit un des meilleurs défenseurs centraux, en tout cas au PSG à minima, que quand je le vois être comme ça, je me dis c'est trop dommage. C'est par rapport à ton style de jeu, inspire-toi de Marquinhos, inspire-toi de Marquinhos. Vraiment, regarde comment il est ce mec, essaye d'être comme lui. Il n'y arrive pas malheureusement. Lucas Beraldo, peut-être qu'il est juste pas fait pour être défenseur central. Peut-être qu'en fait, comme beaucoup de gens l'ont dit, et je rejoins cet avis, mais moi je pensais que ça serait venu dans plusieurs années dans sa carrière. Peut-être qu'il est fait pour être au poste de Vitinha, peut-être qu'il est fait pour être 6. Le problème, c'est que Vitinha, justement, il est excellent, donc il ne pourra pas prendre ce poste maintenant. Mais comme je l'ai dit dans mon TikTok, pour moi, ce serait bien qu'il aille, notamment en Espagne, parce que ça correspond plus à son style de jeu. Et pourquoi pas être prêté dans un club type Séville, un club comme Valence, même qui découvre un peu la galère, le bas du tableau, un peu qui galère vraiment. Mais je dis ça parce que je l'aime bien, Lucas Beraldo. Je veux que, justement, il puisse faire ses preuves et revenir chez nous et qu'on se dise, ok, là, on a récupéré un mec, ça ressemble beaucoup plus à quelque chose. C'est pas juste quelqu'un qu'on a pris et qui sert un peu à rien. Pour parler d'un autre joueur qui sert à rien, on va parler de Ilya Zabarny parce que lui, pour parler du vide, de culture du vide, de ce que vous voulez, c'est le modèle idéal, c'est le candidat idéal en fait. Parce que Ilya Zabarny, pour moi, il a le syndrome du costard. Qu'est-ce que c'est que le syndrome du costard? Je vais vous l'expliquer ici en avant-première. Le syndrome du costard, c'est quand un joueur arrive dans un club et tu te souviens de lui uniquement avec le costard qu'il avait dans son interview quand il a rejoint le club. C'est-à-dire que tu l'imagines tout le temps en costard. Quand tu penses à ce joueur, tu penses que à son costard. Tu n'arrives pas à penser à lui avec le maillot de l'équipe, en l'occurrence là le maillot du PSG, parce qu'il ne laisse aucun souvenir. Tu n'arrives pas à te dire, ah ouais, lui, c'est vrai qu'il a fait de grandes choses, là il avait mis ce but, ah là il avait fait ce tas glissé, c'est vrai qu'à ce moment-là il s'est pris un carton rouge, il a provoqué un penalty, grâce à lui il s'est passé telle ou telle chose, enfin il nous a fait gagner le match, il a changé la donne. Non, ce mec-là, il a le syndrome du costard. C'est-à-dire que tout le temps on l'imagine en costard. Lucas Chevalier, c'était le cas pendant un moment. De plus en plus j'arrive à m'en détacher de ça, parce que qu'on le veuille ou non de façon générale, Lucas Chevalier, c'est un joueur qui se fait remarquer, dont on parle de lui, en bien comme en mal, ça c'est une chose, d'accord. On y reviendra plus tard là-dessus. Mais au moins, on parle de lui, c'est quelqu'un, il existe, c'est tout simplement. Alors que Zabarny, c'est quelqu'un, on me dit, qu'est-ce que tu en penses? Si on me pose la question très sérieusement, qu'est-ce que tu penses de Zabarny? Qu'est-ce que tu penses qu'il apporte au PSG? Est-ce que tu trouves que c'est un bon joueur? Est-ce que tu trouves que c'est un mauvais joueur? Très honnêtement, je ne peux même pas vous répondre. Je ne peux même pas vous répondre. Et je ne parle pas uniquement sur ce match-là, je parle de façon générale. Et pourquoi je dis ça? Parce que Zabarny, c'est un joueur, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein, je le regarde peut-être pas assez, et je pense pas en tout cas, mais c'est un joueur, j'ai aucun souvenir de lui avec le ballon, sans le ballon, au marquage, provoquer un penalty, prendre un penalty, tacler, faire un tacle glissé, une interception, euh, je sais pas, rien. Parler à ses coéquipiers, s'énerver sur le terrain, parler à l'arbitre. J'ai aucun souvenir de lui, j'ai aucun souvenir de lui. Je sais que ça fait que quelques mois qu'il est là, qu'il faut lui laisser du temps. Tout ça, il n'y a pas de problème. On va être patient avec Zabarny. Moi, je lui laisse toute la saison, même pour vous dire, tellement je reste patient, puisque pour moi, la première saison, c'est toujours une saison d'adaptation. Encore plus quand tu changes de pays comme ça, c'est pas la même chose que Lucas Chevalier qui parle déjà la langue. Donc pour moi, de façon générale, je lui laisse du temps, mais propose des choses, fais des choses. Je vous jure, même Lucas Beraldo, au moins j'ai des choses à dire sur lui. C'est peut-être des choses mauvaises, mais pour moi ça me fait plaisir parce que on remarque des choses. Donc on sait est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, pourquoi il est comme ça. On peut réfléchir. Et moi j'aime beaucoup réfléchir sur les joueurs, faire des analyses. C'est le but à la base de mes débriefs. Mais si tu es là justement, tu n'apportes rien du tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur toi? Je peux rien dire du tout sur Zabarny parce qu'il ne fait rien, il propose rien. En fait, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le vide ultime, c'est zéro, on peut rien faire avec ça malheureusement. Donc j'en attends vraiment beaucoup 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 plus de lui, qui propose, qui fasse des choses, qui tente, j'en sais rien moi, qui fasse même des dingueries, qui fasse des chevauchés, qui prenne le ballon, qui essaie de marquer un but, j'en sais rien, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'ai zéro souvenir de lui, il marque pas sur le terrain, il est trop transparent, et être défenseur central et transparent c'est pas bon. Pour moi, s'il y a bien une seule personne sur le terrain qui doit rester transparent et à la fin du match tu dis, ah lui ok c'est bien s'il a été transparent, c'est bien l'arbitre.
Donc quelqu'un qui n'est dans aucune des deux équipes. Toi, tu joues avec nous, Zabarni. On dirait que tu joues contre nous. T'es pas là, qu'est-ce qui t'arrive? Et le peu de fois où tu as joué et tu as fait des choses dont on a parlé de toi, c'était des cartons rouges. Bon, ok, c'était Leverkusen, etc. On gagnait déjà largement, tant mieux pour nous. Mais ça n'a pas été pour de bonnes choses. Vous me direz Lucas Chevalier également, certes, mais comme je vous l'ai dit, lui au moins il fait des choses, on essaie de comprendre le pourquoi du comment, c'est intéressant. Zabarni, on peut même pas raisonner, réfléchir là-dessus, avoir une quelconque réflexion. Ça, je trouve ça trop dommage. Donc, ça me dérange d'avoir un joueur où non seulement on n'arrive pas, enfin, on comprend pas, et on comprend pas pourquoi on comprend pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis désolé, là, je suis en train de vraiment faire une fixette sur lui parce que il y a, ça me pose problème. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, tout simplement. Peut-être que vous avez l'explication, dites-le moi en commentaire ou autre. Je la prendrai avec plaisir, mais Zabarni, c'est qui es-tu, que fais-tu, quel est ton métier et quel a été ton parcours scolaire? En fait, j'ai envie de poser les questions de Zach Nani parce que je comprends rien. Zabarni il me dérange beaucoup trop. Désolé, mais voilà. Sinon, pour parler des autres joueurs, en même temps, je regarde la compo, désolé, sur le côté. Mayoulou, je suis très content. Mayoulou, je suis très content, il me fait plaisir parce qu'il est dans une constance. Vraiment, lui, à l'instar de Zabrani, à l'instar de Zahir Emery, pardon, justement, Mayoulou, c'est un joueur qui a réussi à progresser au cours des saisons, au cours des mois, tranquillement, et personne ne parle de lui parce que ça se fait en douceur. C'est quelque chose, ça me fait tellement plaisir que ça soit le cas parce que en fait, maintenant, quand il joue, à un moment, je l'ai remarqué sur le terrain. On regardait sur le côté gauche, il se passait quelque chose, tout ça. Et je vois d'un coup, Mayoulou, il arrive, il passe la balle, il est là dans le truc. Et en gros, il prend ses automatismes. C'est quelque chose de tout bête. Mais le fait que ça soit Mayoulou qui soit dans ce truc-là, comme si c'était Vitinha, Fabian Ruiz, d'autres joueurs, le fait que de me rendre compte d'un coup, ah ok, c'est Mayoulou qui est en train de jouer là. J'avais pas remarqué sur le coup, parce qu'on le voyait de dos. Je me suis dit, ça me fait plaisir. Parce que Mayoulou, maintenant, ça y est, c'est devenu un joueur. Il est plus que dans la rotation du PSG, mais pour de vrai, c'est un vrai Titi qui est là, qui joue, qui est pas juste là, qui va faire 6 bons mois et après on va le vendre, comme on en a eu plein des Titi qui sont partis très rapidement. Je pense à Garbi, je pense à Xavi Simons, je pense à Moussa Diaby, tout ce genre de joueurs, Adila Ouchiche, tous ces joueurs-là qui sont restés un petit peu, qui nous ont marqué, on s'est dit, ah ok, peut-être que eux, ils vont faire partie des joueurs qui vont rester au PSG, un peu comme Kimpembe, Mamadou Sakho. Je remonte un peu à loin, mais pour que vous compreniez dans l'idée ce que je veux dire. Et finalement, lui, non, il n'est pas comme ça. Il est vraiment resté au PSG et j'espère qu'il restera le plus longtemps possible. Mais ça m'a fait plaisir en tout cas. Vraiment, Mayoulou, c'est quelqu'un qui prend ses marques, qui est là, qui est à l'aise, qui propose des différences, qui peut jouer en plus à beaucoup de postes. Il est très, très, très polyvalent. Pour moi encore, il y a plein de choses que Mayoulou ne nous a pas montré. Pour moi, en fait, on en est qu'au début. C'est tellement il peut faire des choses. Je pense que honnêtement, lui-même, il y a des choses qu'il ne sait pas encore qu'il est capable de faire. Et Luis Enrique, il va réussir à déceler tout ça pour nous montrer la meilleure version de lui. Peut-être que ça arrivera dans plusieurs années. J'en sais rien, comme je vous l'ai dit. C'est un joueur, il ne faut pas lui mettre de pression. Petit à petit, ça se fait. On verra le résultat final. Mais en tout cas, ça me fait tellement plaisir pour lui. C'est trop kiffant. Maintenant, on va en venir à un autre. Je l'ai vu sur la compo là. Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, c'est un autre joueur que je kiffe. Vraiment, lui aussi, je le kiffe. En fait, je pense que vous l'aurez compris. Les joueurs qui ont moins de buzz au PSG, parce qu'il n'y en a pas 10 000, c'est des joueurs que je kiffe. Et même, de façon générale, leur style de jeu, je le kiffe. Parce que Gonzalo Ramos, c'est ce qu'on appelle justement un vrai neuf. Chose qu'on n'a pas actuellement au PSG, hormis lui, du coup. Et qu'il n'y a pas tant que ça dans le marché des neufs actuels. Gonzalo Ramos, lui, son problème, c'est que. En fait, on le sait tous, c'est quoi son problème? C'est que lui, faut pas qu'il soit titulaire. En fait, quand tu lui donnes l'information dans sa tête qu'il est titulaire, il fait un mauvais match. Il peut pas être bon. Il peut. Je sais pas ce qui se passe en lui, comment sa confiance elle joue. Mais lui, c'est un mec, il a besoin d'être en danger. Tu as besoin de lui dire, frérot, là, si tu fais pas un bon match, potentiellement, le prochain match, t'es remplaçant. Potentiellement, cet été, on te vend. Lucas Beraldo. Lapsus. Gonzalo Ramos, il a besoin, je pense, d'entendre ce genre de choses. Il a besoin qu'on lui mette la pression comme ça. Parce qu'une fois qu'il est dans cet état-là, où justement il est au plus bas et il sait qu'il est dos au mur, il peut plus rien faire. Un peu comme le PSG de façon générale, quand on est dos au mur, bah c'est là qu'il sort son grand jeu. C'est là qu'il nous montre que non, en fait, vous m'avez sous-estimé, vous auriez pas dû. Vous auriez juste pas dû, en fait. Je vais vous montrer que moi, je suis quelqu'un que je suis capable. Récemment, il est même devenu le meilleur super sub de l'histoire du PSG. En gros, le nouvel entrant qui à chaque fois met un but. Il est passé devant Mbappé, il a plus de. C'est une statistique de fou. Il a plus de 15 buts comme ça. Je crois qu'il en est à 16 ou 17. C'est un truc de fou. Vous vous rendez pas compte en fait. Gonzalo Ramos, ça fait quoi? 2 ans qu'il est là. Et avoir 16 de ses buts qui ont été marqués de cette façon. Je sais pas, il a mis combien de buts au total au PSG. Mais avoir peut-être la moitié de ses buts comme ça, c'est un truc de fou.
C'est tout à son honneur, encore une fois, tant mieux pour nous, ça c'est un truc que je kiffe. Mais le fait qu'il puisse pas être décisif dans ce genre de match, sachant qu'il a eu tellement d'occasions pour le faire, mettre au moins un but, pour moi c'est vraiment dommageable. Et enfin, on va accélérer un peu pour parler de la fin de ce débrief. Mba, il me fait plaisir, c'est un joueur qui monte petit à petit, mais bon, lui, il est au début de sa croissance au PSG, même s'il joue beaucoup, et même récemment, il est devenu du coup international avec le Sénégal, ça c'est quelque chose qui fait plaisir. J'espère qu'il pourra jouer même la CAN, mais il faut lui laisser du temps. Il ne faut pas être pressé. Récemment, je me suis rappelé même, donc raison de plus, il n'a que 17 ans. Donc il ne faut pas lui mettre de pression, il ne faut pas être là à se dire, ah ok, malgré que Doué ne soit pas là, que Dembélé ne soit pas là, ils sont blessés, etc., ils sont juste pas présents. C'est sur lui qu'il faut compter. Oui, c'est sur lui qu'il faut compter, mais il ne faut pas lui mettre la même pression que si c'était un Kanguini, par exemple, qui a été de l'autre côté cette fois-ci sur le terrain et qui a fait de bonnes choses. J'ai vraiment été content. Pareil, j'en ai parlé sur TikTok. Ça m'a fait plaisir. Kanguini, il est là, il fait la différence. C'est plus le même joueur qu'au mois d'août. Parce que Kanguini, pour moi, c'est un joueur de début de saison. De première partie de saison, en tout cas, je vais plutôt le dire comme ça. Jusqu'au mois de janvier, février, grand max, tu peux compter sur lui. Après le mois de février, Kanguini, oublie-le, il n'existe plus. Il est plus là. Il est juste plus là. Mais en tout cas, tant qu'il est présent, tant qu'il est là, mentalement, il joue, il fait des choses, il propose, ça me fait plaisir. Et je vais juste rajouter quelque chose sur lui. Kanguini, pour moi, en fait, de façon générale, ce qui me dérange profondément avec lui, c'est quand il a le ballon et dans 80% des cas, il va rendre le ballon derrière. Donc c'est un joueur yaourt nature. Il est là, il fait des passes, il fait des passes, il fait des passes. Comme à un moment, on le disait beaucoup sur Fabien Ruiz. Bah, il fait des passes, il fait des passes, il fait des passes. Maintenant, j'ai l'impression que seulement justement dans 20 à les 30% des cas, Kanguini il fait des passes derrière. Sinon, la plupart du temps, il va tenter une percée, un dribble, faire une passe, un centre. Il tente beaucoup ce genre de trucs, même des frappes. Et tant mieux. C'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Et franchement, qu'il rate ou non ces occasions, moi, ça me dérange pas. Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois dans mes débriefs, moi je préférais toujours un mec qui tente, qui fait des choses et qui peut rater 14 000 fois à un mec qui ne fait pas. Par exemple, Gonzalo Ramos, c'est en ça aussi qui me fait plaisir. C'est parce que tout le temps, ce mec, il essaye de tenter. Ça fout le seum évidemment, parce que tu te dis, il joue contre le Havre et il n'arrive pas à marquer contre le Havre, mais au final, il tente. Là, pareil pour Kanguini. Et concernant ses passes en arrière, je vais aussi ajouter quelque chose. En soi, ça ne me dérange pas qu'il fasse des passes en arrière. C'est pas grave, parfois c'est le jeu, tu dois faire ça. Même Vitinha, il le fait beaucoup. C'est pas un problème dans l'absolu. Mais il y a une différence entre le fait de faire des passes en arrière constamment et faire des passes en arrière uniquement quand tu sens que, bon, c'est bouché devant toi, tu vas pas réussir à faire la diff, tu fais une passe en arrière, il n'y a pas de problème. Kanguini, de façon générale, en tout cas, je parle pas en ce moment, mais sur ces mois derniers quand je l'ai critiqué, j'ai l'impression que c'était son choix premier. Et ça, pour moi, c'est pas bon, c'est en ça que ça me dérangeait justement. Mais en tout cas, pour parler du match de façon générale, ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, on a bien joué. Merci aux Havrais qui ont proposé du jeu. La défense, elle est un peu fragile. À voir comment ça se passe. Lucas Hernandez, ne serait-ce que ça, par exemple. Je suis désolé, je vais revenir sur Zabarni, mais Lucas Hernandez, quand il est rentré sur le terrain, je trouve que même là, il était beaucoup plus pertinent, intéressant. Il faisait des choses, il proposait des choses que Zabarni ne faisait pas. En plus, ça, c'est quelque chose, je m'en suis rendu compte une fois que je l'ai vu jouer. Lucas Hernandez, pendant qu'il jouait, Zabarni était à côté de lui. C'est-à-dire que c'est même pas un joueur qui l'a remplacé. Donc, j'ai remarqué un mec à la place d'un autre mec qui était aussi là. Comment ça se fait, Zabarni? Il faut que tu m'expliques. J'ai vraiment envie que Zabarni il vienne, il m'explique. En fait, il se passe ça, voilà, c'est ça mon jeu. C'est pour ça que moi, on ne me voit pas souvent. Parce que, comme je l'ai dit, j'arrive pas à comprendre. Je suis vraiment dans une incompréhension par rapport à ça. Mais bon, de façon générale, le match, comme je l'ai dit, attention à la défense. De façon générale aussi, je reviendrai sur le bilan du PSG en ce moment, ce qui s'est passé ces derniers mois, depuis justement la Coupe du Monde des clubs, pas uniquement la Ligue des Champions, mais même la Coupe du Monde des clubs. Qu'en penser de tout ça? Je ferai une vidéo là-dessus et une vidéo sur le latéral droit, le poste de latéral droit au PSG. Comment ça va se passer ces prochaines semaines, ces prochains mois. J'y reviendrai. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. On se dit à une prochaine. Salut. Ça m'a fait beaucoup plaisir de revenir. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Salut.